3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Florent Delorme est avec nous ce soir, stratégiste chez M&G Investments. Bonsoir Florent. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Christian Parizeau de nous accompagner également. Bonsoir Christian. Bonsoir. Vous êtes économiste et président d'Altaïr Economics, et Jeanne Asraf-Biton avec nous également en plateau. Bonsoir Jeanne. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la recherche et de la stratégie de BFT IM. Commençons par les dernières prévisions du FMI et le changement de ton radical en très peu de temps, puisque le 1er janvier 2023, pour ouvrir cette nouvelle année, grande interview de la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, qui nous disait « Nous attendons qu'un tiers de l'économie mondiale et la moitié de l'Union européenne soient en récession cette année ». 4 semaines plus tard, 31 janvier 2023, chef économiste du FMI, Pierre-Olivier Gourin-Chasse, nous sommes très loin du moindre signe d'une récession globale. Est-ce qu'il faut bannir le terme récession de notre vocabulaire pour cette année, Jeanne? J'ai envie de dire, si c'est récession globale, probablement, il y a un élément que nous n'avions pas, c'est le fait que la Chine réouvre et que, a priori, on le voit d'ailleurs déjà dans un certain nombre de statistiques de haute fréquence, on est dans un rebond. Et donc, il y a une reprise assez forte qui commence à se dessiner pour la Chine et qui pourrait, malgré tout, aider une partie du monde. Après, est-ce que les politiques monétaires vont savoir s'arrêter, donc que ce soit aux États-Unis ou en eurozone, vont savoir s'arrêter dans le resserrement juste pour arriver à faire un ralentissement, un soft landing, comme on dirait, un ralentissement de l'économie sans passer en récession? Je ne sais pas, parce que je pense que, d'abord, on voit quand même que la consommation flanche, notamment en Europe, mais également parce que l'objectif des banquiers centraux, c'est quand même de freiner la demande, ou j'allais presque dire l'offre d'emploi, donc de rééquilibrer les marchés de l'emploi pour s'assurer qu'il n'y ait pas de boucle prix-salaire. Alors, on voit ça très bien se dessiner aux États-Unis. Modération salariale, elle est en route, elle n'est pas acquise, mais on est en bonne voie. En revanche, le problème dans l'eurozone, c'est qu'on a peu de visibilité sur l'inflation salariale. Les chiffres que l'on a au niveau global de l'eurozone, il y a 3 grandes stats et elles sont pour le 3e trimestre. On est pour septembre, on n'a rien de plus récent. Donc on est un peu dans une... Alors si on regarde pays par pays, on a plutôt quand même des tendances qui montrent qu'il y a un peu plus qu'on est toujours dans un mode de fermeté d'inflation salariale. Alors est-ce que la BCE va pouvoir s'arrêter juste à temps ? Je ne sais pas. A priori, nous on pense qu'il va falloir une récession modérée. Alors bien sûr, on ne parle pas des grands chocs de demande comme on a pu avoir en 2008 ou avant. C'est ce qu'on disait, les derniers exemples de récession qu'on a pu avoir ou de crise économique qu'on a pu avoir, ce sont des crises d'une ampleur démesurée par rapport à l'historique des récessions normales, entre guillemets. Absolument. D'ailleurs, c'est ce qui leur a conféré un caractère déflationniste. Mais là, on serait dans un ajustement d'excès de demande, d'excès d'offre, bref, on le prend dans le sens qu'on veut, mais dans un ajustement après un rattrapage post-Covid. On a déjà eu beaucoup. C'est vrai qu'on a des éléments rassurants en termes d'investissement qui tient bien, mais on voit bien que la consommation commence à lâcher. On voit des petites craquelures ici et là sur l'emploi américain. On voit que malgré tout, la Banque centrale ou les politiques de resserrement commencent à mordre un peu. Et donc, c'est le risque principal économique pour 2023, le risque de surréaction monétaire ou de banque centrale qui irait trop loin dans la restriction monétaire. Je ne sais pas s'il faut le considérer comme un risque, parce qu'il est possible qu'il soit nécessaire de resserrer un peu plus pour être certain ou pour que les banquiers centraux s'assurent que l'inflation retourne bien sur la trajectoire souhaitée. Christian, sur ces prévisions du FMI, alors beaucoup de pays sont révisés à la hausse, une majorité évidemment. Les révisions les plus spectaculaires concernent la Russie. Et pour cette année et pour l'an prochain, la Chine, bien sûr, avec l'intégration de la réouverture sanitaire, mais le FMI révise également les perspectives de croissance pour les États-Unis et, j'allais dire, pour l'Europe en général, à travers l'Allemagne précisément, qui voit sa prévision de croissance évidemment considérablement réajustée à la hausse. La seule exception dans les grandes économies mondiales, c'est le UK, pour lequel le FMI est persuadé qu'il y aura
une contraction du PIB britannique sur l'ensemble de l'année 2023 en moyenne. Parce que le UK cumule aussi les impacts du Brexit et ça pèse lourdement. Globalement, moi je dirais qu'on va rester dans un scénario gris. C'est pas un scénario rose, c'est pas un scénario noir. Alors le scénario noir, il a disparu des marchés parce qu'on a eu un hiver doux, on n'a pas eu cette pénurie de gaz, parce que là c'était vraiment quelque chose de très négatif sur la croissance européenne. Bon, mais maintenant on a avancé dans l'hiver, on voit que les stocks sont assez élevés. En plus, on est sur des stocks élevés, ça veut dire qu'on va pouvoir les reconstituer cet été, donc ça réduit aussi le risque pour l'hiver prochain. Donc je dirais que le scénario les plus noirs sont en train de partir, et ça se retrouve dans les une enquête. C'est-à-dire que ce qui s'améliore le plus dans les enquêtes auprès des chefs d'entreprise, c'est surtout les perspectives. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment sur des perspectives très noires quand on était en septembre-octobre. Ça allait être la catastrophe, notamment en Europe. Et puis, on finit finalement sur quelque chose qui n'est pas si noir que ça. D'ailleurs, une petite parenthèse, c'est très dur de faire des prévisions. Vous avez vu quand même que la croissance en Europe, l'année dernière, est plus forte qu'aux États-Unis et en Chine. Donc, franchement, merci vous m'auriez de dit dire, ça en février de l'année dernière. Christian, mais vous bien m'auriez sûr, dit ça en février de l'année dernière, que la croissance en Europe serait supérieure aux États-Unis et à la Chine. Alors, bon, il y a plein d'éléments, on est d'accord, mais je vous aurais pris pour un fou avec la guerre en Ukraine qui débutait. Donc, voilà, ça montre à quel point il faut quand même être modeste et c'est très difficile de faire des prévisions. Donc, ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, on n'est pas dans un scénario très noir. Maintenant, est-ce qu'il faut aller dans un scénario rose qui serait le scénario un peu ce qu'a joué les marchés ce mois-ci, c'est-à-dire un gros mouvement de désinflation, des banques centrales donc n'ont pas de raison de remonter les taux puisqu'on est en désinflation, donc ça y est, le problème de l'inflation est réglé, et puis on joue le redémarrage très rapide des économies au deuxième semestre. Là, ça va un peu vite. Et c'est là où le scénario me plaît pas non plus. Donc moi, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui sont divergentes, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de soutien, les politiques budgétaires qui restent un élément incroyablement de soutien, et je vous rappelle que l'Allemagne va mieux et depuis que le gouvernement a mis 7 points de PIB sur la table. Oui, sorti le chéquier. Donc ça aide quand même, et ça aide à avoir du moral. Ça aide un peu à avoir du moral quand vous êtes industriel. Quand on met 7 points de PIB de dépenses budgétaires, faut imaginer l'ampleur du ralentissement qu'il faut avoir pour délivrer une récession. Après, quand même. Qu'on a le chancelier allemand qui nous dit l'Allemagne ne sera pas en récession avec le carnet de chèques qui vient de sortir, je pense que c'était quand même pas une grosse prévision difficile à faire, parce que le contraire, ça aurait été un peu inquiétant. Donc, mais il fallait le faire. Non, mais j'ai pas dit le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aussi, il faut en tenir compte. C'est-à-dire qu'on a des éléments énormes encore de soutien, puis il y a des éléments vraiment très négatifs. Et le principal élément, et je rejoins ce qui a été dit, c'est le fait que le consommateur n'admet plus l'inflation. Le consommateur n'absorbe plus les hausses de prix. Alors pourquoi c'est négatif ? Parce que jusqu'à présent, on avait tout au long de l'année dernière des entreprises qui avaient des hausses de coûts. Mais c'était pas grave, elles avaient des carnets de commandes qui étaient pleins, elles avaient plutôt un gros problème, c'était un problème de produire plus, parce qu'elles avaient des ruptures d'approvisionnement, donc elles n'avaient pas licencié. Quand vous avez votre carnet de commandes qui est plein, que vous tournez à 80% de vos capacités parce que vous n'avez pas été livré, c'est pas le moment où vous allez dire « Oh, j'ai peur de l'avenir et je vais licencier tous mes salariés ». Donc vous gardiez vos salariés, donc l'emploi ne réagissait pas. Et puis derrière, au pire, je vendais moins de voitures, mais je les vendais plus cher et j'allais sur le haut de gamme. Et puis si vous ne vouliez pas du bas de gamme, allez acheter des voitures haut de gamme et là vous allez être livré. Donc quelque part, il y avait un vrai, ce qu'on appelle pricing power, et ça, tout allait bien. Entre guillemets, tout allait bien, ça ne plaisait pas aux banquiers centraux, mais pour les entreprises, tout allait bien. On maintient ses effectifs, on a des marges qui restent élevées, on a une très forte croissance du chiffre d'affaires, non pas parce qu'on vend plus, mais parce qu'on vend plus cher, et donc tout allait bien. Sauf que maintenant, le consommateur, il dit, non, moi mon salaire n'a pas progressé autant que l'inflation, et je n'accepte plus les hausses de prix. C'est très manifeste, très clairement aux États-Unis, où on a vraiment un essoufflement, et on voit que les dernières statistiques, notamment sur décembre qu'on a eu aujourd'hui, de consommation, sont très très mauvaises. Et on voit surtout, ce qui est assez impressionnant, c'est la réaction, par exemple en France, des Français sur l'alimentation. On voit que quand même une inflation à 2 chiffres sur l'alimentaire, ça baisse en volume. Ça baisse quand même assez fortement. Oui. Donc moi c'est là où est le scénario un peu négatif, c'est qu'on ne va pas échapper à un ralentissement économique pour calmer l'inflation. Et donc le côté free lunch, j'ai une désinflation, j'ai une accélération de la croissance et tout va bien, j'ai du mal à y croire. Il y a un moment, ça va coincer. Donc là où ça va coincer, c'est soit j'ai une désinflation et j'ai un vrai problème de pricing power, j'ai une vraie pression sur mes marges et j'ai un ralentissement économique, ou soit ça redémarre pour plein d'autres raisons, mais dans ce cas-là, je ne vais pas avoir l'inflation qui va se calmer. Et donc, pas avoir le meilleur des deux mondes, c'est pas possible. Il y a une incohérence aujourd'hui sur les marchés. Les marchés ont acheté que le bon scénario, quelque part. Mais bon. Sur les 3-4 mois passés,
Ils ont eu raison, tous les chiffres de croissance sont révisés à la hausse et l'inflation marque quand même le pas depuis plusieurs mois. Oui, il marque le pas encore aux États-Unis notamment. Avec un gros effet quand même énergie. Il ne faut pas le sous-estimer, il y a quand même un gros effet cours du pétrole qui pourrait s'inverser si la Chine redémarre très fortement. Donc attention, ça ne veut rien dire rien pour l'avenir. Et puis les effets de base qui sont très importants. Le gros problème qu'on a aujourd'hui aussi, c'est la fiabilité de nos statistiques et puis tous les éléments qui viennent se rajouter, qui sont des chocs et qui biaisent la lecture quand même de l'économie et qui ne rend pas facile les projections derrière. Je rappelle que l'Institut statistique allemand ne sera pas en mesure de publier comme prévu demain, ou ça devait être aujourd'hui, je crois, la première estimation d'inflation pour le mois de janvier en Allemagne. Et donc, l'estimation qui sera faite par Eurostat demain pour la zone euro encore plus fausse que d'habitude. Sur la... je ne sais pas, en fait. Sera sur la base d'une estimation de l'estimation de l'inflation allemande. Bon, est-ce qu'on y perdra beaucoup au change? J'en sais rien, on verra. On verra. Bon, votre perception, effectivement, alors de ces réajustements macroéconomiques, et puis surtout de la manière dont les marchés ont intégré, évidemment, avec une fonction d'anticipation plus rapide que le FMI, bien sûr, ont déjà intégré un certain nombre de bonnes nouvelles. Quel est l'état des lieux que vous dressez à l'issue de ce mois de janvier et de la manière dont les marchés ont intégré un certain nombre de meilleures surprises? Florent. C'est vrai que la situation économique est complexe, mais pour notre part, on a du mal quand même, quand on observe la batterie d'indicateurs, à rester pessimiste. Et on est donc plutôt dans le camp de ceux qui pensons qu'effectivement la voie s'ouvre pour un avenir sans doute bien meilleur que celui qu'on envisageait initialement. Si on regarde les États-Unis, on a effectivement un scénario assez inespéré d'atterrissage en douceur qui se dessine, avec une inflation qui décroît, une inflation structurelle qui elle aussi semble avoir passé un pic, un marché de l'emploi qui reste suffisamment fort tout en décélérant. Donc ce qui semblait effectivement peu probable, c'est-à-dire un ralentissement en douceur de l'économie américaine, semble sur le point de se révéler exact. Et c'est une probabilité qui augmente, cette probabilité de soft landing? C'est une probabilité qui reste quand même étroite, limitée? Nous, c'est un scénario qu'on probabilise bien au-delà des 50%. Il nous semble que les indicateurs convergent vers ce Le risque scénario. principal, c'est celui d'un soft landing plutôt qu'une récession aux États-Unis. Tout à fait. Oui, l'idée d'une récession significative aux États-Unis, dans la configuration actuelle, nous semble peu probable. Alors du côté européen, là aussi, on a eu une succession de nouvelles assez inespérées avec le redressement des indicateurs d'activité. Que personne effectivement ne voyait vraiment, l'inflation qui commence à fléchir. Il reste, c'est vrai, en Europe quand même un point d'interrogation, c'est l'inflation structurelle. Parce que là, on ne voit pas sur la core inflation, on ne voit pas encore de basculement, d'où toutes ces questions que vous évoquiez tout à l'heure sur la progression des salaires dans la zone euro, où c'est vrai que l'appareillage statistique n'est pas aussi précis qu'aux États-Unis, donc on a encore du mal à saisir la réalité de la situation. Il faut regarder vraiment tous les pays, mais c'est compliqué d'avoir une vision d'ensemble. Donc il reste dans la zone euro, c'est un peu la difficulté, la question de cette inflation structurelle et de la progression des salaires qui va avec, et donc la BCE effectivement semble dans une situation plus délicate que la Réserve fédérale, où, effectivement, dans le cas de la BCE, il faut gérer des objectifs un peu antagonistes, c'est-à-dire une inflation structurelle qui est toujours pas résorbée, d'où la nécessité de poursuivre la hausse des taux, il n'y a pas de doute sur la question. Mais en même temps, on a une croissance structurelle dans la zone euro qui reste quand même fragile, et la question de la stabilité de la monnaie unique et disons des problèmes de distorsion de la zone euro, avec notamment le cas italien qui pour l'instant tient parfaitement bien, mais qui pourrait se réveiller. Donc la question de la fragmentation de la zone euro. Ça fait plusieurs objectifs un peu complexes à gérer pour la Banque Centrale Européenne, mais dans un contexte, ça a été rappelé, où le soutien budgétaire est massif. Et donc on peut se dire que quoi qu'il arrive, il y a une certaine forme de soutien. S'il n'est pas monétaire, il est budgétaire. Et pour l'instant, les États peuvent encore, disons, affirmer ce soutien budgétaire dans un contexte de resserrement monétaire, puisque il
disons, il n'y a pas encore de mur de refinancement. Ça arrive, mais enfin, pour l'instant, disons, le taux global de la dette des États souverains reste acceptable. Donc, on n'a pas encore tapé le mur où les refinancements sont tellement massifs qu'effectivement, le coût global de la dette empêche de poursuivre le soutien budgétaire dans un environnement de taux élevés. Donc, in fine, nous, on se dit que, de toute façon, dans la zone euro, la Banque centrale, si elle doit à un moment donné arbitrer entre la stabilité financière et l'inflation, elle choisira la stabilité financière. Donc, si elle doit ralentir le rythme de progression de son resserrement parce qu'il y a une certaine fragmentation qui apparaît sur les marchés obligataires, sur le crédit corporate, elle fera ce qui est nécessaire pour que tout ça se stabilise. Donc, ça nous amène à une posture plutôt, effectivement, raisonnablement constructive, parce qu'on voit mal les banques centrales, et en particulier la Banque centrale européenne, s'enfermer dans un resserrement monétaire très très marqué pour vaincre à tout prix une inflation. À un moment donné, elle devra intégrer d'autres paramètres. Donc elle va chercher une ligne de crête que, de notre point de vue, elle devrait trouver. Et donc, pour conclure, compte tenu du niveau de valorisation des marchés et des actions européens, il nous semble qu'on peut rester positionné sur les actions européennes après la hausse qu'on vient de voir. Alors évidemment, le potentiel a perdu 10%. Sur les 3-4 prochains mois et sans doute plus vraiment là, parce qu'il va y avoir une stabilisation du marché, mais ça peut repartir assez vite. Dès lors qu'on a, ça a été dit également, le moteur chinois qui tire un peu aussi la croissance européenne. Donc, in fine, on reste sur les actions européennes. Il nous semble qu'il n'y a pas de convergence d'éléments qui permettrait d'avoir suffisamment peur pour se retirer du marché des actions européennes. Et aux États-Unis, le marché est peut-être un petit peu cher quand même si on est dans un scénario de soft landing. On a encore beaucoup de valeurs de croissance dans les indices américains qui sont quand même celles qui devraient souffrir du maintien durable, au moins toute l'année 2023, de taux d'intérêt élevés aux États-Unis. Donc effectivement, le scénario d'un repli de la Fed dès l'été 2023 qui baisserait ses taux n'est pas sans doute le plus probable. Donc on est encore un peu à l'écart des valeurs de croissance et donc du marché américain. Voilà, j'ai essayé de faire... mais c'est très clair. Mais ça nous amène au point Banque centrale. Et Jeanne, je veux bien repartir avec vous sur cette idée-là. Moi, ça m'intéresse de confronter le discours et la rhétorique des banques centrales à ce qui est anticipé par le marché obligataire, notamment. Et on peut avoir beaucoup de respect quand même pour le marché obligataire. C'est un marché profond. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le gérant obligataire, son métier, c'est de mesurer justement ce type de risque, croissance, inflation. On prend des décisions lourdes. C'est des dizaines de trillions de dollars représentés dans ces marchés obligataires. Et le marché obligataire est têtu. Il dit notamment à la Fed, dès cet été peut-être, vous serez en position de pouvoir entamer un cycle de baisse de taux. Pas juste ajuster à la baisse une ou deux fois, non, un vrai cycle qui pourrait se prolonger en 2024 et qui pourrait amener jusqu'à 200 points de base de baisse de taux à fin 2024. Ce pricing est persistant. Et la Fed n'a de cesse d'essayer de repousser ses anticipations de marché et force est de constater que c'est un échec. Oui, alors on peut aussi regarder beaucoup de choses dans le marché obligataire. Si vous regardez la courbe des taux et qu'on essaye de la faire parler autrement que simplement en regardant les pentes 0,2 et 2,10 ans, elle nous donne une probabilité, avec des calculs assez connus, elle donne une probabilité de récession très claire. Mais de combien ? 60%. Aujourd'hui, on est en 60% pour l'année qui vient et 90% à 24 mois. Donc, probabilité très claire. Donc, on peut. Et puis, il y a quand même un élément qui me semble très important de garder à l'esprit, c'est que les marchés obligataires dans le monde ont été totalement distordus par les banquiers centraux. Le principe des quantitative easing, ça a été la mainmise des banquiers centraux sur la totalité des marchés obligataires. Donc, alors, on n'est pas dans le cas extrême du Japon qui détient, je crois, aujourd'hui la moitié de son marché local, ce qui est absolument phénoménal. Mais enfin, aux États-Unis, on doit être aux alentours de 25%, si je ne m'abuse. Donc, la Fed détient. Oui, il y a une emprise énorme des banques centrales sur ces marchés. Donc, du coup,
c'est un peu plus compliqué. Alors, moi, ce que je trouve, ce que je regarde, c'est qu'est-ce que le marché obligataire nous dit dans un an, où seront les taux ? Le taux à 10 ans, qu'on peut considérer comme étant, en gros, le taux de financement de l'économie à moyen terme. Il nous dit 3,5. C'est assez stable, d'ailleurs, depuis plusieurs mois. Hein. Ouais. Et c'est un niveau qui nous paraît relativement cohérent, avec l'idée que la Fed ne bouge ou commence à rebaisser les taux. Nous, on a un scénario dans lequel elle arrive à les rebaisser en fin d'année 2023, après une période de stabilité de probablement 6 mois. Donc, elle les baisse 1 à 2 fois maximum. D'accord. Et à ce moment-là, quand vous prenez des hypothèses assez conservatrices sur les pentes, vous arrivez à des taux longs à 3,5. Donc, pas trop de problèmes de ce côté-là. Je pense que l'inquiétude de la Fed, c'est lorsque les conditions financières se détendent au point que ça vient contrecarrer sa politique de resserrement. Là, certains indices de conditions financières sont plus souples, plus accommodants aujourd'hui qu'au moment de la première hausse de taux de la Fed, par exemple. Oui, mais on est revenu à des conditions financières qui sont aussi souples qu'avant le début du cycle de hausse de taux. Vous avez raison, mais on occulte quand même des fois le fait que le relèvement des taux, le durcissement précipiter la hausse des taux hypothécaires à 7%, là ils sont un peu revenus. Mais que l'immobilier est dans une récession profonde aux États-Unis. Or l'immobilier, c'est toujours le premier secteur à rentrer en récession aux États-Unis. Donc c'est pas sans effet. C'est dans ce sens-là. Après 3,5, c'est pas non plus un taux qui est complètement absurde, on va dire, dans un scénario où la Fed resserre, mais bon, vers la fin, même si elle essaye de nous dire... Enfin, je vais vous dire. En fait, je pense, on en a parlé tout à l'heure, je pense que le véritable enjeu, c'est quand la Fed dit « Attention, mon objectif, c'est bien de ramener l'inflation à 2%, », les marchés n'y croient pas totalement. Les marchés pensent que la Fed se contentera de remettre l'inflation sur une trajectoire qui va vers 2%. Et ils se disent qu'elle s'arrêtera bien avant d'arriver aux 2%. Alors, il est possible que dans le discours de la Fed, il y ait la volonté de dire au marché « Ne considérez pas qu'on va s'arrêter aussi vite que ça ». Après, même s'ils prennent en compte les effets embarqués du choc de taux infligé depuis 9-12 mois maintenant. Ils les prendront en compte. De plus en plus. Bien sûr. Mais ils ne veulent sans doute pas que les anticipations se corrigent trop tôt. D'accord. Donc c'est surtout une question de timing, entre guillemets. C'est-à-dire, imaginez que la Fed baisse ses taux dès cet été, c'est peut-être un peu présomptueux. Mais... à la fin de l'année 2023, ce sera dans le champ des possibles. Absolument. Tout va dépendre. Si on est surpris par une récession rapide, entre guillemets, elle baissera ou elle est susceptible de baisser plus vite. À notre avis, non, parce que quand on est dans des scénarios qui sont entre soft landing et récession modérée, ça veut dire que la Fed peut attendre. Et puis attendre peut-être 3-6 mois et au 4e trimestre 2023, envisager des baisses de taux. C'est intéressant, il y a déjà 2 banques centrales périphériques qui se mettent en pause. Côté européen, c'est la Norges Bank, qui a déjà passé son tour, je crois, sur son précédent meeting, donc déjà en pause. Et côté dollar, la Banque du Canada, qui nous a fait un petit 25 la semaine dernière, mais en signalant qu'elle se mettait on hold pour... le temps d'observer les effets justement de sa politique monétaire. Non, elle ne préjuge pas de quel sera son prochain mouvement. On va dire. Mais il y a cette phase d'observation. C'est très intéressant parce que quand on regarde l'inflation au Canada, ils sont très loin des 2%. Mais très très loin. Et donc toute la question, c'est de savoir est-ce que la Fed voudra donner un signal de pause au niveau d'inflation où sont les Canadiens. Et là, j'en doute un peu. Je pense qu'il y a un élément qui a vraiment changé dans les banquiers centraux et c'est ça qui n'est pas assez pris en compte dans les marchés. C'est le fait qu'ils seront beaucoup moins flexibles que par le passé dans la détente des politiques monétaires. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a encore 2 ans, on luttait contre la déflation. Donc fallait surtout éviter, fallait tout faire pour que l'inflation soit à 2. Maintenant, on doit tout faire pour que l'inflation revienne à 2. C'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a encore 2 ans, vous aviez un fort ralentissement économique. Les banquiers centraux, ils faisaient tout
pour éviter justement que ça presse trop sur les prix et qu'on se retrouve dans une boucle déflationniste. Donc ils devaient réagir très vite. Maintenant, ils savent, et ça c'est un élément qui n'est pas assez pris en compte par les marchés, ils savent qu'ils sont, en tout cas, je ne sais pas s'ils ont raison, mais au moins ils communiquent beaucoup là-dessus, qu'on est sur un retour sûrement plus durable de l'inflation. Donc d'une part, il va falloir que maintenant je raisonne, qu'il faudra que je fasse tout pour que les prix reviennent à 2, mais que l'inflation va être peut-être durablement plus fort. Donc ça c'est quand même important, ça change ma réaction, parce que certes je peux avoir un mouvement de désinflation, et le marché, ils ont réagi assez normalement. Ils n'arrêtent pas de nous dire on est data dependent. Donc si vous avez des statistiques qui sont très bonnes sur l'inflation, tout de suite on se dit bon, ils sont data dependent, ils vont réagir. Oui, c'est vrai qu'ils sont data dependent pour la phase de hausse et sur la rapidité de la hausse, sur ce fameux taux terminal, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller pour tuer l'économie. Donc ils sont encore data dependent du dernier chiffre d'inflation pour savoir jusqu'à combien ils vont ajuster les taux. Par contre, ce que le marché s'est dit, ça y est, si la désinflation est ancrée, si ça y est, on a un mouvement de désinflation, bon, ils vont tout de suite être data dependent, ils vont tout de suite baisser les taux parce qu'ils sont gentils et qu'ils veulent soutenir la hausse de Wall Street. Sauf que là, il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'ils vont se dire, bon, ok, on a réussi à calmer l'inflation, on a une tendance de l'inflation qui nous plaît mieux, mais attention, on ne sait pas déjà vers où va tendre l'inflation, et avant qu'on baisse les taux, on veut être certain qu'on revient vers les 2. Et on a des économies beaucoup plus sensibles désormais au moindre mouvement de relâchement monétaire. Non, c'est pas plus sensible, c'est qu'ils considèrent que structurellement, il y a beaucoup plus d'inflation dans les tuyaux. C'est-à-dire que transition énergétique, tension sur le marché du travail, parce que même si le marché du travail se dégradait un petit peu... Et donc ça interdit de revenir à des conditions monétaires aussi souples que ce qu'on a connu précédemment. Ça veut dire qu'il n'y a rien de pire que de dire j'ai monté mes taux, j'ai l'inflation qui est passée de 10 à 5, et puis l'inflation commence à se stabiliser à 5. Et là, moi, je baisse mes taux. Et puis d'un seul coup, je m'aperçois que l'inflation qui s'est stabilisée à 5 repart à 6. Là, c'est le pire, on perd tout en crédibilité. D'une part, je perds en crédibilité parce que je suis pas revenu sur mon objectif de taux, et puis d'autre part, l'inflation réaccélère derrière, donc je suis obligé de remonter mes taux, donc j'ai mal réagi. C'est une erreur de politique monétaire. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, et Powell nous l'a dit plusieurs fois, il préfère se tromper. Ils préfèrent maintenir trop longtemps des taux restrictifs plutôt que de les baisser et puis relancer l'inflation. Et le groupe, parce qu'il dit après ça coûte plus cher. Alors que si on s'est trompé, qu'on fait un peu trop ralentir l'économie, on pourra toujours baisser les taux pour relancer l'économie. Donc il n'y a pas de problème. Le coût de l'erreur dans un cas est moins important que dans l'autre. Ils seront beaucoup plus prudents que ce que pensent les marchés et surtout beaucoup moins réactifs que par le passé, parce que encore une fois, dans le passé, on luttait contre la déflation. Maintenant, on lutte contre l'inflation. Donc on n'a pas la même fonction de réaction. La place des émergents dans ces perspectives 2023, Florent, et si je reprends les dernières prévisions du FMI, Chine et Inde vont générer la moitié de la croissance mondiale cette année. D'ailleurs, les prévisions de l'Inde sont toujours au top. Enfin, je veux dire, c'est quasiment 7% de croissance de manière régulière là, sur les prochaines années, 6-8, quelque chose comme ça. La Chine, évidemment, réajustée fortement à la hausse. Comment ça se traduit chez M&G en matière d'investissement et de stratégie d'investissement ? Effectivement, nous considérons qu'il faut actuellement avoir une allocation aux émergents. Pour ce qui nous concerne, c'est plutôt la dette émergente qui est privilégiée, mais également les actions de certains pays asiatiques, parce que le dollar est rentré dans une séquence de baisse, donc on va avoir à nouveau une dynamique favorable aux émergents de ce point de vue-là. On sait bien que c'est difficile d'avoir des marchés émergents qui se portent bien quand le dollar est très fort au monde. Donc là, on voit bien que la séquence s'inverse. Et compte tenu des rendements offerts dans le monde émergent, des perspectives de croissance économique de l'univers asiatique, c'est vrai que c'est difficile de ne pas se positionner maintenant. Donc c'est une brique d'allocation importante chez nous qui doit représenter à peu près un tiers du risque d'un portefeuille diversifié. Donc oui, on est convaincu. Pour l'Asie, en tout cas, on est plus sceptique sur l'Amérique latine, où effectivement les modèles économiques et la stabilité politique sont pas toujours au rendez-vous, mais du côté du monde asiatique au sens large, on est des partisans d'un investissement, et pas uniquement d'ailleurs dans l'univers émergent. On va sur le Japon, qui est un pays qui semble, de notre point de vue, favorable aussi à l'investissement action, cette fois-ci avec, depuis un certain nombre d'années, disons une gouvernance plus favorable aux investisseurs, des valorisations tout à fait raisonnables, en particulier sur le secteur de la technologie. Donc le Japon est une brique aussi de nos allocations. Voilà. Non, effectivement, sur la partie émergente, Chine et Inde vont générer la moitié de la croissance mondiale cette année. La grande question, c'est la Chine. Est-ce que cette reprise économique en Chine... Alors,
dont on comprend qu'elle est avant tout soutenue par la consommation des ménages, est-ce que cette reprise peut à un moment générer de l'inflation? Alors peut-être pour la Chine, qui est toujours passée un peu à travers les épisodes inflationnistes ces derniers temps, pour le reste du monde. Jeanne? C'est encore un peu tôt pour que ce soit le cas. Il faut qu'on arrive à un stade un peu plus poussé. un peu plus poussé. Ouais. Oui. On va dire que ce qui est intéressant sur le marché chinois, c'est qu'il y avait tout un certain nombre d'obstacles qui rendaient, aux yeux de pas mal d'investisseurs, la Chine quasiment comme une zone non investissable. Très clairement même. Oui. Et elle est redevenue investissable. Ouais. Et il y a le revirement de politique générale, que ce soit Covid, immobilier, même le revirement, vous savez, sur l'accès aux données comptables des sociétés pour qu'elles soient cotées sur la cote. L'ensemble de ce revirement est tel qu'on a l'impression qu'il y a vraiment un mouvement qui fait que du coup la Chine redevient une zone investissable. On voit le retour des investisseurs étrangers. Il y a devant nous effectivement un rebond de l'activité tiré par le domestique et on a envie de dire tant mieux. Parce que si tant est qu'on est sur un soft landing, une récession modérée dans les grands pays développés et donc a priori une croissance modérée du commerce mondial, ça devrait impacter si la Chine continuait à dépendre que des exports. Donc c'est plutôt une dynamique qui serait favorable et qui peut porter une croissance, d'autant que les valorisations sont quand même assez attrayantes. Même après un rebond de 30-50%. Même après. Non, mais c'est ça qui est spectaculaire. La décote, ça montre bien jusqu'où on était tombé. La décote était phénoménale. À un moment, le marché de Hong Kong, c'était un PE forward de 6,5, je crois. Oui, il y avait une décote vraiment 30-40%, enfin, colossale. Très infecté par les techs, par le secteur des jeux vidéo. Et voilà. Attention, il y avait eu, dans l'effet Hong Kong, il y avait quand même un effet sectoriel. Mais sur l'idée que cette reprise chinoise, cet épisode de reprise chinoise, sera ou non inflationniste? Alors, il y a pour nous, notamment? Je pense que c'est très tôt pour le dire. D'accord. Il y a un élément qu'on devra peut-être prendre en compte, mais ça on le saura probablement un peu plus tard dans l'année, on en parlait tout à l'heure, la reconstitution des stocks de gaz naturel pour l'Europe. Quand la question se posera pour les stocks pour l'hiver prochain, on sait que la Chine reviendra sur le marché global du gaz naturel liquéfié, et donc elle peut venir en concurrence de l'Europe, d'autant plus que l'Europe aura mis en place son plafond. Donc voilà, ça peut rendre, pour les Européens, ça peut rendre le gaz naturel un peu plus cher. On a vu le cuivre remonter un peu, mais ce sont les effets, j'allais dire, habituels. Quand la Chine redémarre, on a quelques effets sur les matières premières, mais que ça génère une poussée d'inflation dans le monde, pour l'instant, non. Christian ? Moi, je suis moins optimiste. Je pense que ça peut vraiment créer des tensions. Alors, d'une part, parce que j'aurais tendance à faire un copier-coller de ce qui va se passer en Chine, ce qu'on a connu, nous, au moment où on a levé les mesures sanitaires. Je ne vois pas pourquoi les Chinois, qui ont beaucoup épargné, seraient dans la limitation et ne commenceraient pas à avoir une frénésie d'achat. Et d'ailleurs, les premiers chiffres qu'on a eus, plus 12% sur la consommation durant la période des vacances. Donc, moi, je pense qu'il y a véritablement un mouvement très fort de rebond, qui va entraîner des tensions, forcément. Pas plus tard. Enfin, on a eu. Si c'est pour aller au cinéma ou au restaurant, c'est pas pareil que pour construire des autoroutes, quoi. Oui, mais ça va être des biens aussi. Regardez, en quelques jours, ils ont vendu. Alors, le marché des smartphones qui est complètement à la ramasse sur les statistiques de décembre. On n'avait jamais vu des ventes aussi basses en Chine. Et là, on nous a dit que pendant la période des fêtes, du Nouvel An chinois, ils ont eu des vrais problèmes parce que tout le monde s'est rué pour acheter un smartphone neuf et tous les grossistes sont à zéro stock là en Chine et ils ont des problèmes de livraison. Donc on va être super, on va dire c'est génial pour Apple, c'est génial pour tous ces fabricants de smartphones, mais ça montre que finalement ils sont comme nous, quoi. Ils ont envie de consommer quand on lève les mesures sanitaires. Alors après, je dis juste pourquoi je dis ça, parce qu'on a deux idées qui se bataillent. D'une part, on se dit l'ouverture de la Chine, c'est l'amélioration des chaînes d'approvisionnement. Donc ça va être déflationniste ou désinflationniste sur pas mal de prix de biens. Mais de l'autre, si la reprise est vraiment très forte au niveau domestique, ça va entraîner quand même des ajustements très violents. Déjà parce que les stocks sont très bas en Chine. On sait que fin janvier, tous les industriels ont vraiment coupé leurs stocks. Donc ils étaient très bas. Et donc on va avoir un mouvement de restockage. Alors la bonne nouvelle,
c'est que ça intervient au moment où ça va moins Oui, bien. où la demande mondiale va où être la un peu demande- plus faible. On va dire, est-ce que ça Ouais. rééquilibre? Mais attention, parce que, encore une fois, on va avoir un mouvement qui va être assez violent, assez fort. Et puis, comme on sait quel rôle de market mover joue aujourd'hui la Chine, a toujours joué, hein, historiquement, vu son poids sur les métaux, sur plein de matières premières. Moi, je dis que ce mouvement de restockage associé avec des chiffres plutôt booming en Chine, eh ben, trop de croissance risque véritablement de relancer les anticipations d'inflation. Donc moi, je suis quand même assez prudent. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que la Chine va connaître de l'inflation. Et là, on va avoir un vrai mouvement de retour de l'inflation en Chine. Moi, je ne vois pas pourquoi ils ne connaîtraient pas ce qu'on a connu, nous, en Europe ou aux États-Unis, quand on a eu la levée des mesures sanitaires. On est dans le même schéma. Alors là, pour l'instant, on a au moins un exemple historique. Donc, on peut essayer de s'appuyer là-dessus pour faire nos projections. Florent, quelle est la conviction maison sur la réouverture chinoise et ses effets de diffusion au reste du monde, notamment sur la question de l'inflation? Est-ce que c'est avant tout une bonne nouvelle, quand même, cette réouverture chinoise? Est-ce que dans un second temps, ça peut être plus problématique, effectivement, pour les pressions inflationnistes globales? Avant tout, une bonne nouvelle, parce que la Chine est un moteur économique incontournable, notamment pour l'Europe. Alors c'est vrai que ce regain d'activité va forcément peser sur les prix. Maintenant, on est quand même dans une configuration où la Chine s'est rouverte complètement sur ses usines aussi. C'est-à-dire que quand la réouverture du monde occidental s'est faite, l'usine chinoise était encore sous contrainte. Elles ont quand même toujours beaucoup tourné, les usines chinoises. Donc peut-être que... Oui, mais il y avait quand même encore des difficultés en fonction des confinements. Ouais. Que les autorités chinoises déployaient. Vous avez trouvé la solution, ils les confinaient dans les usines. Sur donc des zones ça, c'était assez large. Donc, oui, un surcroît d'inflation, mais de là à provoquer une deuxième grande vague d'inflation mondiale qui viendrait mettre en péril la décrue qu'on observe actuellement aux États-Unis et un peu en Europe, on a du mal à croire à ce scénario-là. Donc pour nous, globalement, la réouverture chinoise est d'abord positive. Et d'ailleurs, c'est ce que le marché, effectivement, valorise très bien depuis le mois de janvier. Donc, je effectivement, ne trouve pas de raison de renoncer à notre scénario optimiste. Constructif, optimiste. Puisqu'on reste effectivement dans des économies où il y a du soutien budgétaire, de la relance et des politiques monétaires qui, certes, se resserrent, mais qui n'hésiteront pas à réouvrir les vannes si c'est nécessaire, parce que, in fine, il y a quand même deux limites très fortes. C'est la liquidité du marché du crédit, et ça, c'est vraiment la limite à ne pas franchir pour une banque centrale. On l'a bien vu pendant la crise sanitaire, dès que le marché du crédit a commencé à geler, ça a été immédiatement un signe de panique totale. Donc la limite, c'est le marché du crédit, c'est également le financement des États, parce que derrière, il faut du soutien budgétaire. Et les banques centrales avancent à tâtons, en particulier en Europe. C'est un pilotage à vue, et elles ne savent pas quand elles toucheront la limite, mais les limites, on les connaît, c'est celles que je viens de décrire, et elles n'iront pas plus loin. Bon, pour l'instant, les dynamiques observées sont très positives. Enfin, les émissions au primaire, crédit, etc. Il y a beaucoup. Donc, elles peuvent poursuivre un peu le resserrement tant que ces limites-là ne sont pas franchies, que les États se financent et que le marché du crédit fonctionne correctement. Voilà. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois pour votre éclairage sur la situation du moment, sur les marchés, pour l'économie mondiale au terme d'un mois de janvier qui aura été un mois exceptionnel pour les performances des actifs risqués en général, des actions notamment et des actions européennes en particulier, puisqu'on arrive même à accrocher une clôture symboliquement positive ce soir pour le CAC, proche de ses plus hauts, plus 0,01% pour l'indice parisien, en clôture à 7082 points, ce qui nous donne une performance sur le mois proche de 10%, on va le dire comme ça, autour de 9% de performance pour les indices actions en Europe et le CAC 40 français. Voilà donc pour cette édition de Planète Marché, avec ce soir Jeanne Asraf-Biton qui était avec nous, BFT IM, Christian Parizeau, Altair Economics et Florent Delorme, M&G Investments.